Les pneumonies chez l'enfant. Plan du cours. Introduction, épidémiologie microbienne, diagnostic, positif, différentiel, étiologique et prise en charge. La pneumopathie est une pathologie pulmonaire qui n'est pas forcément infectieuse. Il peut s'agir de pneumopathie d'inhalation, pneumopathie interstitielle ou autre. La pneumonie, elle, est une infection du parenchyme pulmonaire, qu'elle soit virale ou bactérienne. On parle de pneumonie communautaire quand c'est une infection acquise en ambulatoire chez un enfant antérieurement sain, par opposition à la pneumonie nosocomiale qui, elle, est acquise en milieu hospitalier. Les pneumonies sont fréquentes chez l'enfant de moins de 5 ans. Elles sont potentiellement graves du fait de la morbidité qu'elles peuvent entraîner en lien avec la consommation de médicaments, de consultations aux urgences ou en médecine privative et l'absentéisme qu'elles peuvent entraîner, qu'il soit l'absentéisme de l'enfant à l'école ou celui des parents au travail devant accompagner l'enfant aux consultations. Il s'agit également de l'une des premières causes de mortalité dans les pays en voie de développement. Le diagnostic de pneumonie est évoqué devant des signes cliniques respiratoires suggestifs, mais il doit être confirmé par une radio du thorax. L'identification du germe n'est pas indispensable au diagnostic ni à la prise en charge. Le virus respiratoire syncytial est le chef de file des virus en cause dans les pneumonies de l'enfant, surtout du jeune enfant. Le virus syncytial respiratoire est un virus ARN à 2 enveloppes. Il est en cause dans 40% des pneumonies. Il est en cause également dans les bronchiolites du nourrisson. Le VPI, virus para-influenzé, est en cause dans 5% des pneumonies. Il est à transmission interhumaine directe. Le type 1 et 2 sont responsables de laryngite aiguë de l'enfant. Le type 3 est l'agent de la pneumonie et de la bronchiolite du jeune enfant. Le métapneumovirus, c'est un virus de découverte récente, proche du VRS. Il est en cause dans 5 à 10% des pneumonies. L'adénovirus est un virus ARN sans enveloppe, très résistant, comportant une cinquantaine de sérotypes. Il est à transmission interhumaine indirecte par les sécrétions des voies aériennes supérieures. Il comporte une porte d'entrée souvent conjonctivale. Un enfant qui présente des signes respiratoires avec une conjonctivite est suspect de pneumonie à adénovirus. Le virinovirus, lui, est un virus ARN de la classe des coronavirus. Il comporte une centaine de sérotypes. Sa transmission est interhumaine. Le Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque est un diplocoque à gram négatif, parfois encapsulé. Il s'agit d'un germe saprophyte des voies aériennes supérieures, mais en devenant pathogène, il est agent de pneumonie de l'enfant de moins de 3 ans, essentiellement. L'Haemophilus influenzae, l'HIB, est un cocobacille ou petit bâtonnet gram-négatif, sous forme encapsulée, responsable des pneumonies de l'enfant de moins de 3 ans. Nous observons nettement moins de pneumonie à hémophilus du fait de la vaccination depuis les années 2008 en Algérie. Persistent actuellement les souches d'hémophilus non typables qui, elles, sont en cause dans les pneumonies de l'enfant dans les pays en voie de développement. Le mycoplasme pneumoniae, c'est l'agent des pneumonies chez l'enfant de plus de 3 ans, dans environ 40% des cas. C'est un petit organisme sous forme de massue ou sous forme filamenteuse, très peu mobile. Il est distinct des bactéries parce qu'il ne comporte pas de parois et des virus parce qu'il se développe en milieu acellulaire artificiel. Il s'agit là de l'agent des pneumonies des enfants de plus de 3 ans, voire du grand enfant.
Le staphylocoque, c'est un cocci gram-positif immobile en grappe de raisin. Le staphylocoque doré est ubiquitaire, il vit en saprophyte. Le staph aureus, c'est l'espèce la plus pathogène, en cause dans les pneumonies de l'enfant, mais peut être en cause également dans les infections cutanées, d'endocardite, de toxi-infection chez l'enfant. Cliniquement, dans une pneumonie, il y a la toux fébrile qui, elle, peut être associée à une tachypnée, à des signes de lutte, c'est-à-dire un tirage susternal, intercostal, voire basithoracique. Il peut y avoir également des douleurs thoraciques, voire une matité, une anomalie auscultatoire à type de diminution du nerf vésiculaire, des râles crépitants, voire un souffle tubaire. Mais tous ces éléments ne sont pas constants dans la pneumonie. Il est parfois difficile d'établir le diagnostic de pneumonie sur la clinique. Mais l'association de toux, fièvre, polypnée, signes de lutte et anomalies auscultatoires sont des signes très subjectifs quand ils sont réunis chez le même enfant. Ce qui nous amène à confirmer le diagnostic par une radio du thorax qui est le seul élément de certitude pour le diagnostic d'une pneumonie aiguë. La radiologie. La radiographie thoracique de face est l'examen gold standard pour le diagnostic positif de pneumonie chez l'enfant. Elle doit être faite de face, en inspiration, chez l'enfant debout, comme cela est possible. Les différents aspects radiologiques que l'on peut avoir, c'est l'opacité parenchymateuse, qui est une condensation pulmonaire, alvéolaire unique ou multiple, unie ou bilatérale, plus rarement, systématisée ou à limite floue, avec un bronchogramme aérien qui signe l'atteinte alvéolaire. L'image ronde est un aspect particulier en radiologie, c'est une image particulière à l'enfant, c'est une opacité ronde, sphérique, à limite plus ou moins nette. Les opacités interstitielles sont le troisième aspect radiologique dans la pneumonie de l'enfant. L'image peut être réticulée ou réticulonodulaire. Partant du île vers la périphérie, elle peut se présenter sous forme de diminution de transparence pulmonaire. Les remarques que l'on peut faire concernant la radiologie thoracique de l'enfant, c'est que la radio du profil n'est pas indispensable, elle ne doit pas être demandée systématiquement, sauf en présence d'images rétrocardiaques ou images des endocardios costaux phréniques pour faire la part des choses. Quand on est devant un corps étranger bronchique, on doit obligatoirement demander un cliché en expiration forcée. Il est à signaler la latence possible de 72 heures environ dans la pneumonie de l'enfant. C'est-à-dire que le cliché va être normal dans un premier temps quand on va le demander. Le cliché est normal et cela peut aller jusqu'à 72 heures dans un cas avéré de pneumonie de l'enfant. La biologie, elle, n'est pas indispensable pour poser le diagnostic de pneumonie aiguë. Elle est demandée si l'enfant présente une pneumonie sévère, compliquée, qui est hospitalisée. La biologie va comporter une numération en formule sanguine qui va montrer, dans les cas d'une atteinte bactérienne, une hyperleucocytose à prédominance polynucléaire neutrophile. Dans le cas d'une atteinte virale, une leucopénie. La CRP, quant à elle, est demandée. Elle va montrer, dans les cas de pneumonie aiguë à pneumocoque, une élévation de la CRP, la C-réactive protéine, à plus de 70 mg par litre. La procalcitonine est un marqueur très discriminant des pneumonies bactériennes vis-à-vis des virales. Elle va être très augmentée dans les pneumonies à pneumocoque. L'interféron alpha, lui, est un excellent marqueur d'infection virale.
La bactériologie, elle également, n'est pas indispensable au diagnostic positif de pneumonie chez l'enfant. La bactériologie va être demandée dans le cas d'une pneumonie sévère de l'enfant. L'hémoculture va permettre de poser le diagnostic étiologique de certitude d'une pneumonie à bactéries. Sa sensibilité est faible à hauteur de 10%. Les autres examens sont très peu contributifs et ils sont récapitulés dans le tableau 1. Nous avons ici tous les examens bactériologiques, récapitulés, tous les examens bactériologiques à effectuer dans une pneumonie bactérienne, à savoir le prélèvement nasopharyngé, le CBC, qui présente des fortes probabilités de contamination oropharyngée, l'hémoculture qui est de faible sensibilité, ainsi que les antigènes solubles urinaires. Les sérologies permettent un diagnostic de certitude, mais retardé. Il s'agit d'un diagnostic rétrospectif, les prélèvements étant faits à 15 jours d'intervalle. Les autres prélèvements, à savoir la biopsie pulmonaire, lavage broncho-alvéolaire, sont demandés devant des problèmes diagnostiques. Il s'agit d'examens demandés devant des cas difficiles. Les critères de sévérité à évaluer devant une pneumonie aiguë de l'enfant. Ces critères vont nous permettre de poser l'indication éventuelle d'une hospitalisation. Alors, ces critères de sévérité vont s'appuyer sur l'appréciation du syndrome infectieux, la sévérité des signes respiratoires, la gravité des signes radiologiques et l'appréciation du terrain, c'est-à-dire de l'état de l'enfant, de ses antécédents et de son environnement socio-économique. L'intensité du syndrome infectieux est appréciée selon l'importance de la fièvre, l'altération de l'état général, la présence du faciès toxique, l'allongement du temps de recoloration et l'importance de la tachycardie. La sévérité des signes respiratoires est appréciée selon la tolérance respiratoire, à savoir l'importance de la polypnée, des signes de lutte, la présence éventuelle de pauses respiratoires, la présence de désaturation, d'hypoxie, voire de cyanose et ou de difficultés alimentaires. Des signes d'hypercapnie sont des signes de sévérité intense, à savoir la présence de sueur, tachycardie et troubles de la conscience. L'aggravation rapide des symptômes respiratoires est également un critère de sévérité. Les critères de sévérité radiologique sont liés à la présence d'un éventuel épanchement pleural, qu'il soit liquidien ou gazeux, la présence d'une pneumonie très étendue, bilatérale, la présence d'un abcès pulmonaire ou d'image d'atélectasie pulmonaire. La sévérité peut être également liée au terrain, c'est-à-dire à l'enfant lui-même. Il peut s'agir d'un enfant né prématurément, présentant une cardiopathie congénitale ou un déficit immunitaire, un enfant malnutri ou présentant une asplénie par drépanocytose ou splénectomie. Critères de sévérité peuvent être liés à l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire un enfant vivant en collectivité, soumis à un tabagisme passif ou vivant dans des conditions socio-économiques précaires. Cela peut constituer également des facteurs pouvant conditionner notre décision d'hospitalisation. Concernant le diagnostic différentiel, devant toute détresse respiratoire, il faut éliminer une inhalation de corps étranger bronchique, une crise d'asthme, une obstruction des voies aériennes supérieures, une insuffisance cardiaque aiguë, un choc septique, voire une polypnée par acidose métabolique. Il peut s'agir d'une acidocétose diabétique ou d'une intoxication à l'acide acétylsalicylique.
Le pneumocoque est la principale bactérie des pneumonies de l'enfant de moins de 3 ans. Se présente sous forme de pneumonie franche lobaire aiguë. Son évolution est favorable sous antibiothérapie adaptée. Quand survient une forme compliquée de pleurésie purulente, la PCR du liquide pleural nous permet de confirmer le diagnostic et responsabilité du pneumocoque. La pneumonie à mycoplasme pneumoniae est fréquente chez l'enfant de plus de 3 ans, voire le grand enfant de 10 ans. Il s'agit d'un tableau de pneumopathie interstitielle survenant de façon endémo-épidémique. Elle est associée à des signes extra-respiratoires type asthénie, érythème polymorphe périorificiel, anémie hémolytique, méningite lymphocytique. La pneumonie à staph aureus peut avoir un début brutal. Elle survient essentiellement chez le nourrisson. Elle vient compliquer une dermatose infectieuse type varicelle. Le tableau clinique est très bruyant avec altération profonde de l'état général, fièvre, sévérité des signes respiratoires associés à des signes abdominaux comme un météorisme, diarrhée. La recherche d'une porte d'entrée cutanée oriente le diagnostic. À la radiologie, nous pouvons avoir des images bulleuses, voire un pneumothorax associé à une aérocolie, ce qui nous permet d'orienter le diagnostic. Il est à signaler dans les pneumonies à staphylocoque la labilité radiologique, c'est-à-dire un changement rapide des aspects radiologiques aux différents clichés effectués. La pneumonie virale peut se présenter sous forme de tableau de bronchopneumopathie avec atteinte alvéolaire. Le VRS est le premier en cause dans les pneumonies virales de l'enfant de moins de 3 ans. D'autres virus peuvent également se voir, le métapneumovirus, rhinovirus, adénovirus. La mise en évidence du virus par immunofluorescence indirecte sur sécrétion nasopharyngée nous permet de faire le diagnostic. Les virus sont préoccupants. Ils sont à l'origine de formes hypoxémiantes avec désaturation très profonde et sont source de séquelles type dilatation de bronches. Le virus peut faire également le lit de pneumopathie bactérienne, essentiellement à pneumocoque. Dans ce tableau, nous résumons les critères cliniques des pneumonies aiguës selon les différents agents infectieux, à savoir les virus, le pneumocoque et le mycoplasme pneumoniae. Le pneumocoque survient de manière sporadique. Le début est brutal, avec une importante altération de l'état général. Les signes respiratoires peuvent être différés. Ils sont associés à des symptômes abdominaux, avec présence de syndrome pseudo-méningé. La tolérance est mauvaise. Concernant les virus, ils surviennent de manière épidémique, le plus souvent automno-hivernale. Le début est progressif, la fièvre est de moindre importance que dans la pneumonie à pneumocoque, les signes respiratoires sont présents, les signes expiratoires également, et la tolérance est plutôt bonne comparée à celle des pneumonies à pneumocoque. Concernant le mycoplasme pneumoniae, il survient de manière endémo-épidémique. Le début est insidieux et progressif. Les signes respiratoires sont discrets mais durables. Il y a association de signes extra-respiratoires type asthénie, myalgie, éruption, et la tolérance est plutôt bonne. Dans ce tableau sont également réunis les critères paracliniques évocateurs de pneumonie aiguë selon le germe en cause. Alors, concernant la radiologie du thorax, dans le pneumocoque, il s'agit d'opacité bien systématisée
segmentaire unique ou multiple avec à l'hémogramme une hyperleucocytose, la CRP très augmentée, la procalcitonine à plus de 2 gamma par litre et l'interféron est normal. La virose, la pneumonie virale, nous avons à la radiologie des opacités plutôt hélifuges, interstitielles, mal systématisées, une leucopénie avec une procalcitonine normale et une élévation de l'interféron alpha. Concernant le mycoplasme pneumoniae, là, à la radiologie, nous avons des opacités interstitielles ou alvéolaires, unies ou bilatérales, avec une biologie tout à fait normale. Le plus souple. Au travers de cet algorithme, nous allons établir le diagnostic topographique des infections respiratoires. L'infection respiratoire associe fièvre, toux, difficulté respiratoire. Devant l'absence de signes pulmonaires, on parle d'infection respiratoire haute. S'il y a association de signes pulmonaires, nous allons parler d'infection respiratoire basse. 3 cas de figure. Il peut s'agir d'une bronchite trachéobronchite. Là, il n'y a pas nécessité à instaurer une antibiothérapie, sauf si la fièvre persiste au-delà de 3 jours. Devant une pneumonie avec le signe en foyer, radiologie positive, on institue une antibiothérapie d'emblée. La bronchiolite, 3e cas de figure, il s'agit d'un contexte épidémique automno-hivernal, de nourrissons de moins de 2 ans et présence de sibilants à l'occultation. Là également, il n'y a pas de nécessité à établir une antibiothérapie d'emblée. Le traitement symptomatique est suffisant, sauf si la fièvre persiste au-delà de 72 heures, s'il y a association d'otite moyenne aiguë, de pneumonie ou d'atélectasie. Concernant la prise en charge de la pneumonie bactérienne, la prise en charge doit être effectuée en ambulatoire et le traitement doit être administré par voie orale dans les formes non compliquées. L'antibiothérapie est probabiliste, instaurée le plus rapidement possible en fonction de l'âge et du contexte radioclinique. Les hospitalisations sont indiquées sur des critères de sévérité suscités. Elles sont indiquées chez l'enfant de moins de 6 mois, dans les formes radiocliniques sévères et dans les cas de pneumonie survenant sur terrain à risque. Il n'y a pas de bithérapie à instaurer d'emblée, c'est surtout une mono-antibiothérapie qu'il faut administrer dans un premier temps. Le choix du traitement est dichotomisé selon l'algorithme que nous allons voir ci-après. Dichotomisé sous-entend qu'il est divisé en 2. Alors, devant cet algorithme, nous avons un enfant de moins de 3 ans et un enfant de plus de 3 ans. Il y a dichotomie. Donc, nous divisons la prise en charge en 2 catégories. Donc, un enfant de moins de 3 ans qui voit sa fièvre débuter brutalement, altération de l'état général, douleur thoracique. Nous effectuons une radio du thorax, nous retrouvons une opacité systématisée, donc nous suspectons d'emblée un pneumocoque et nous instaurons une antibiothérapie en monothérapie à base d'amoxicilline. S'il y a amélioration, donc nous poursuivons sans changer d'antibiothérapie pendant une durée de 10 jours. Dans le cas d'une non-amélioration, au bout de 48-72 heures, il est permis de changer l'antibiothérapie et instaurer un traitement par un macrolide en monothérapie. Deuxième cas de figure, nous avons un enfant de plus de 3 ans qui voit ses symptômes débuter progressivement avec toux, pénible durable, état général plus ou moins altéré,
association à des signes extra-respiratoires type myalgie, éruption cutanée. La bactérie en cause suspectée est le mycoplasme pneumoniae. Nous instaurons une antibiothérapie à base de macrolides, donc érythromycine, josamycine. Et là, si nous avons une amélioration, donc nous poursuivons le traitement pendant 14 jours. S'il n'y a pas amélioration, là, il faudra prendre un avis spécialisé. Des remarques quant à cette prise en charge. Devant la non-spécificité des manifestations cliniques ou l'absence d'amélioration sous monoantibiothérapie, on peut être amené à indiquer une bi-antibiothérapie, à savoir l'association d'une amoxicilline et d'un macrolide. La réévaluation de l'état clinique d'un enfant au 3e et 5e jour peut nous amener à indiquer une hospitalisation si les symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent. Le contrôle radiologique ne doit pas être effectué avant 4 semaines d'évolution, bien entendu sous réserve que cliniquement l'enfant s'améliore et que l'évolution est correcte. Dans la pneumonie aiguë, la prévention s'appuie sur l'application du calendrier vaccinal, à savoir la vaccination anti-hémophilus B, la vaccination antipneumococcique conjuguée heptavalent et la vaccination antigrippale chez les enfants à risque. En sus de la vaccination, la prévention des pneumonies communautaires aiguës chez l'enfant s'appuie sur l'amélioration et la promotion de l'allaitement maternel, la lutte contre le tabagisme passif, l'amélioration des conditions socio-économiques et la réduction de la promiscuité. En conclusion, nous pouvons dire que les pneumonies aiguës sont fréquentes chez l'enfant, notamment l'enfant de moins de 5 ans. Leur diagnostic positif repose sur la radiographie standard thoracique de face. Elle ne justifie d'aucune investigation complémentaire pour poser le diagnostic et instaurer un traitement probabiliste. L'évolution clinique est le plus souvent favorable et la prévention s'appuie sur la vaccination, la promotion de l'allaitement maternel et l'éradication du tabagisme passif. Merci.